Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, bien sûr, permettez-moi de vous remercier pour votre présence. Chaque fois je dis nombreuse, je dois bien dire de plus en plus nombreuse, qui bien sûr nous réjouit, et ce malgré le mauvais temps et malgré le match de football. C'est dire, cher ami, combien la perspective de la conférence sur la bière a électrisé les envies dans la région de Charleroi. Alors bien sûr, ce succès renouvelé, parce que c'est ce que j'expliquais en aparté tout à l'heure, en fait, de plus en plus, c'est comme ça pour les autres conférences aussi, et croissant de notre cycle de conférences nous réjouit très, très sincèrement. Il confirme l'intérêt du public de Charleroi pour les activités universitaires. Cela se marque, et nous le constatons tous les jours, et certainement toutes les années, par l'augmentation à peu près constante du nombre de nos étudiants. Et c'est pas monsieur le recteur qui me contredira. Nous avons aujourd'hui sur le site, dans ce bâtiment, et certains ont cours à l'instant où je vous parle, plus de 700 étudiants. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous annoncer, puisque c'est désormais officiel, l'ouverture dès la rentrée de septembre de 2 bacheliers supplémentaires qui s'adressent donc à nos jeunes issus de l'enseignement secondaire, bacheliers qui seront organisés en partenariat avec l'ULB, le premier dans le domaine des sciences humaines et sociales, et le deuxième, le second, dans le domaine des sciences et singulièrement de la biologie. Ces bacheliers seront organisés dans ce bâtiment même, en cours de jour, puisqu'ils s'adressent aux jeunes qui sortent du secondaire. Ces bacheliers s'ajoutent évidemment à ceux qui existent déjà de longue date, depuis plusieurs années, singulièrement depuis 2004 avec l'évolution décrétale de l'époque. Bacheliers qui existent déjà, organisés en sciences appliquées, c'est-à-dire en sciences de l'ingénieur civil, et en sciences de gestion. À côté de l'intérêt pour les enseignements universitaires, il y a aussi le succès de nos initiatives culturelles, telles que les conférences, qui bien sûr participent au rayonnement de Charleroi, rayonnement dont la ville est bien évidemment friande, et c'est compréhensible. Je pense que c'est faire œuvre utile que d'amplifier les éléments culturels dans notre ville. Je dois vous dire aussi que ça m'amène à réfléchir à la taille de la salle, et c'est clair que je vous signale pour l'anecdote que la première conférence que nous avions organisée il y a 6 ans, qui était donnée par Vincent de Corbitaire, à l'époque politologue, on avait 35 inscrits. 35. Et donc la salle ici était largement suffisante. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'arrêter les inscriptions quand on approche des 300 à 350 parce que les salles ne nous permettent pas, malheureusement, d'en accueillir davantage. Mais pour l'année prochaine, on va essayer, quand je dis on va essayer, on va y arriver, hein. On retrouvera certainement des salles plus grandes. Non seulement le public est enthousiaste, mais aussi nous nous réjouissons d'avoir de plus en plus souvent des partenariats avec des acteurs de la vie Carolo. Probablement un certain nombre d'entre vous se souviennent des manifestations à Charleroi Danse, ou avec Charleroi Danse, en fait les deux. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons le plaisir, et c'est un plaisir tout à fait manifeste, d'accueillir la manufacture urbaine. Nous avons également un cycle de films commentés en collaboration avec K10, et je vous signale que nous sommes d'ores et déjà en discussion avec d'autres intervenants Carolo, que je ne vais pas citer aussi longtemps que les discussions ne sont pas abouties, mais elles aboutiront très certainement pour la rentrée prochaine. Alors, la conférence d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un sujet qui passionne, et nous aurons ensuite l'occasion, bien sûr, d'une dégustation, donc on passera de la théorie à l'application. Et nous, on a la chance et le plaisir d'accueillir Sébastien Bizet. Sébastien Bizet qui donc habite l'Heureux. Et vous savez comme moi que l'Heureux est une cité brassicole. Hein.
M'étonne d'ailleurs que M. Friard ne soit pas là, que notre ami M. Friard. Hein, bon, voilà. C'est une cité brassicole. Maintenant, en Wallonie, il y a une large tradition brassicole. Probablement qu'il va nous en parler, donc c'est pas étonnant. Pour en revenir à Sébastien Bizet, il est docteur en histoire de l'art, diplômé de l'UCL en 2012, musicien et zitosophe. Je dois bien vous dire que je serais bien en peine de définir ou d'expliquer ce qu'est un zitosophe, mais je suis sûr que lui le fera. Et donc, encore un peu de patience et il n'y aura plus de suspense dans ce domaine-là. Il est aussi conférencier à l'École supérieure des arts de Saint-Luc à Bruxelles, où il enseigne l'histoire et l'actualité des arts. Je signale qu'il a été, il ne l'est plus, mais il a été professeur d'histoire comparée des arts à Mons, à l'École supérieure des arts qui s'appelle Art au Carré, et donc que c'est jusqu'en 2017, jusqu'à l'année passée, et donc c'était à ce moment-là un collègue, membre du pôle Inuit, puisque l'ESA est membre du pôle Inuit. Alors, en tant que zitosophe, et pour l'instant on garde un peu l'inconnu sur ce que ça veut dire exactement, mais il mène une réflexion sur la zitologie, entendue comme la science de la bière, qu'il pratique par dégustation, par le service et par le brassage. Il s'interroge évidemment sur la notion d'ivresse, dans tous les sens du terme. Je suis sûr qu'il va nous en parler. Il est, en tant que maître serveur de bière, à l'origine de différents bars situationnels. Ça aussi, il va nous en parler. Vous allez voir que c'est tout à fait captivant. Des bars situationnels, c'est un peu des bars, on peut le dire, un peu théâtre. Voilà, un peu théâtre. Peut-être exagéré qu'un peu théâtre, mais en tout cas, il va expliquer donc des bars situationnels et des circonstances, et d'un bar à bière, évidemment, ennuyé, qui est installé au Reux. Comme je l'ai dit, il brasse sa propre bière, en fait ses propres bières, qui n'ont pas de nom unique et qui changent, le nom change en fonction des circonstances. Nous serons donc très heureux de l'entendre sur tous ces éléments. En 2016, il a participé à la fondation de la Manufacture Urbaine, qui est notre partenaire d'aujourd'hui, dont il a été le régisseur. Comme vous le savez, la Manufacture est installée à Charleroi, à proximité de la Sambre et dans le quartier qui a été rénové, de Quai 10 notamment, dans le quartier qui a été rénové. Et c'est extrêmement heureux d'avoir en ville, c'était l'objectif à l'époque, d'avoir en ville ce genre de production qui est à la fois une œuvre de production, mais aussi une œuvre, un endroit de dégustation et de convivialité. Elle se veut un lieu pluriel, tout à la fois microbrasserie, bar, espace de torréfaction et de panification, de restauration, d'exposition, d'ateliers et de concerts animés par les codes de l'éco-responsabilité, de l'économie de la contribution et de l'entrepreneuriat local, culturel et créatif. Quelques mots sur la conférence, donc elle est intitulée « La revanche microbrassicole, art et artisanat de la bière aujourd'hui ». Nous avons commencé à l'heure et on va essayer absolument de respecter le timing aussi parce que à certains moments on est obligé de fermer le bâtiment et donc on va absolument respecter le timing. Donc je vais donner la parole dans un instant à Sébastien pour un exposé d'un peu moins d'une heure et ensuite nous aurons bien sûr l'occasion de lui poser les questions. Il a accepté d'y répondre. Ensuite, à partir de 20 heures, eh bien, il y aura le verre de l'amitié. Je rassure tous ceux qui ne boivent pas de bière, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, peut-être pas, mais il y a aussi de l'eau, du coca, pas du coca je pense, il n'y a pas de coca, pardon, de l'eau, du vin blanc, mais il y aura aussi bien entendu la bière de la Manufacture et ça sera l'occasion. Moi j'ai déjà goûté, je vous le signale. Et voilà, je peux déjà vous en dire, non, ben avec modération, avec modération, mais je peux déjà vous en dire du bien. Alors, bien sûr, c'est l'occasion de remercier nos partenaires et singulièrement aujourd'hui la Manufacture et aussi de remercier l'ENA qui organise tout ça magnifiquement bien et qui fait en sorte que je n'ai plus qu'à faire le mot d'introduction, ce qui est évidemment beaucoup plus facile que faire tout le travail. Merci l'ENA. Et je cède la parole avec plaisir à Sébastien.
Voilà, alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous êtes particulièrement nombreux, ce qui fait que j'imagine en face de moi un public très hétérogène. Donc, quand il s'agit de prendre la parole, souvent, on choisit un angle d'attaque, un angle d'approche. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas si vous êtes zitophile, amateur de bière, si vous êtes simplement curieux. Donc, voilà, je vais essayer de livrer ici une sorte de digression, une vision un peu panoptique de ce sujet, d'un univers qui est celui des cultures de la bière. C'est un sujet qui est dans l'air du temps, la preuve, le nombre de personnes ici présentes. Donc d'ailleurs, j'espère que les personnes dans la salle d'à côté m'entendent et me voient comme il faut. J'espère que c'est pas trop inconfortable pour eux. J'imagine que tout se passe bien. Ok, ils me disent super, donc c'est parfait. Donc l'idée de cette intervention, c'est d'offrir, donc, comme je l'ai dit, une sorte de vision un peu panoptique, pas exhaustive, mais panoptique de cet univers des cultures de la bière. Et en quelque sorte, c'est pour moi une manière ou l'occasion de faire une sorte de photographie un peu générique d'une situation à un moment donné. Une situation qui, à mon sens, pose question, qui permet de s'interroger, de discuter, de discourir, de dialoguer. C'est ça, à mon sens, zitosopher. Alors pourquoi, petite parenthèse, je parle de zitosophie, c'est pour contrecarrer une formule devenue un peu pompeuse qui est la zytologie. Donc la zytologie, vous savez peut-être que c'est grosso modo l'équivalent de l'œnologie mais pour la bière. Mais le logos donne l'impression d'une science très rigide, et moi j'aime plutôt penser la bière comme un sujet qui fédère, un sujet autour duquel se réunir, autour duquel débattre. Je pense plutôt la bière comme une sagesse, comme une zitosophie. Vous aurez constaté que j'ai intitulé cette présentation la revanche microbrassicole, avec pour sous-titre Art et artisanat de la bière aujourd'hui. Alors, revanche par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une révolution qui date d'il y a maintenant déjà plus d'un siècle et demi. Et pour cela, je voudrais remonter un peu le temps avec vous. Je voudrais remonter au 19e siècle, qui est, comme vous le savez, un siècle de révolution industrielle. C'est également un siècle de révolution, un siècle marqué par de nombreuses innovations en matière de production brassicole. Donc c'est un monde qui a profondément changé. Alors, pour le faire rapidement, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de chaque aspect que je vais évoquer ici, pour évoquer rapidement ce contexte du 19e siècle, en quoi la production brassicole a profondément changé, eh bien, il y a plusieurs aspects. Et il y a notamment une date. 1842. 1842, c'est la date à laquelle une brasserie, la brasserie des Bourgeois, que vous voyez ici à l'écran, c'est la date à laquelle cette brasserie propose la première pils de l'histoire de la bière, donc dans la ville de Pilsen en République tchèque. Quand on parle de pils aujourd'hui, c'est en référence à cette ville, où est née la première pils en 1842. Donc c'est quelque part, en 1842, l'apparition, le prototype qui va devenir archétype de la première pils. Le 19e siècle, c'est également un siècle marqué par, évidemment, la machine à vapeur que James Watt perfectionne à la fin du 18e siècle, qui permet de transformer la vapeur thermique de l'eau en énergie mécanique, ce qui va forcément amener énormément d'entreprises sur la voie de l'industrialisation. On voit également au 19e siècle apparaître le refroidisseur de moût. Le moût, c'est quelque part la substance première de la bière. Refroidisseur de moût, procédés frigorifiques, ce qui va permettre en fait de produire de la bière toute l'année, ce qui n'était pas le cas avant. Traditionnellement, on ne brassait, le processus de brassage n'occupait qu'une demi-année, parce que sinon les levures s'emballaient pour des raisons climatiques notamment. Ces levures, justement, on ne commence à les comprendre qu'au 19e siècle. Donc grâce aux travaux d'Anton van Leeuwenhoek au 18e, aux travaux de Pasteur au 19e, on comprend que la levure, c'est un micro-organisme, donc un être vivant. On le comprend et donc on va le cultiver. On va pouvoir maîtriser la levure qui, pendant des millénaires, a été une espèce de mystère, quelque chose attribué au divin. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant, qu'on nommait souvent, mais qui est, au 19e siècle, en Europe, la multiplication des voies de chemin de fer. D'accord? Ce qui va permettre évidemment aux brasseries qui s'industrialisent de distribuer sur de grandes distances des quantités colossales de bière. Donc ce 19e siècle, il est, vous l'aurez compris, assez fondamental parce que c'est vraiment une révolution dans le monde de la bière. On voit apparaître une bière propre, limpide, de qualité égale toute l'année qui va, à mon sens, inaugurer le siècle de ce que moi j'appelle le siècle de la déprime, c'est-à-dire le 20e siècle. Alors pourquoi le siècle de la déprime? Parce que c'est le siècle où tous les grands groupes, que ce soit AB InBev,
Sadmiller, Heineken, Carlsberg, Alkenmaß, que sais-je. Les grands groupes vont prendre vous le savez, une place toujours plus grande sur le marché de la bière en avalant toujours plus les petites brasseries, les petites unités de production. Cela évidemment au détriment de la diversité et de la singularité des bières partout en Europe. D'ailleurs, s'il faut évoquer quelques chiffres, au tout début du XXe siècle, il y avait environ, en Belgique, 3200 brasseries déclarées. Puis survient la Première Guerre mondiale, qui va porter un coup bas aux brasseries, puisque vous savez peut-être qu'on réquisitionne le cuivre dans ce moment de tourment, et forcément les cuves de brassage sont réquisitionnées. On voit donc disparaître toute une série de petites brasseries. Il y a moins de main-d'œuvre après la Seconde Guerre mondiale, crise économique dans les années 30. Après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a plus que 755 brasseries déclarées en Belgique. En 1983, on n'en compte plus que 134. Donc, en un siècle, on est passé de 3200 à 134 brasseries déclarées. Vous imaginez à quel point, enfin, vous comprenez pourquoi je parle de déprime, parce que cette diversité brassicole a évidemment disparu. Donc c'est un déclin, un vrai déclin. Un déclin également, une modification également dans les modes de consommation. Les estaminets, par exemple, ont largement disparu. Si on fait le compte des estaminets en Wallonie, en Belgique, peu importe, au début du XXe siècle, et le nombre à la fin du XXe siècle, c'est catastrophique évidemment. L'estaminet était un lieu de socialité, de sociabilité. Aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, il est clair qu'on peut se passer de l'estaminet pour socialiser, pour se retrouver. Ce qui est regrettable évidemment. Donc moi, je vous invite évidemment à pousser la porte de tous les estaminets que vous croisez et à y passer des moments de convivialité. Mais donc vous aurez compris que ce XXe siècle est un siècle de grande déprime pour les amateurs de bière. Et c'est là qu'intervient cette fameuse revanche. Revanche, pourquoi ? Parce qu'on voit fleurir depuis les années 2000, enfin ça dépend, ça commence avant, mais il y a vraiment un boom à partir des années 2000. On voit fleurir, pas seulement en Belgique, c'est un phénomène qui est global, un phénomène qui est mondial, on voit fleurir toute une série d'initiatives autour de la bière, et je voudrais en évoquer certains types d'initiatives, parce qu'effectivement il y a comme ça toute une série de vogues, de tendances, notamment la vogue des ateliers de zytologie, des ateliers, c'est-à-dire des moments de convivialité où en groupe, entre amis, vous pouvez avoir un cours autour de la bière, c'est-à-dire déguster le produit, comprendre comment il est fait, approcher différents styles de bière. C'est vraiment une tendance en vogue. Vous pouvez offrir pour les fêtes, pour les anniversaires, des ateliers de zytologie à vos proches, à vos amis. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. Si on doit faire également une typologie des bières, c'est-à-dire approcher les styles de bière, on se rend compte que ces styles continuent à se diversifier. Alors l'histoire de la bière, c'est une histoire des styles, c'est-à-dire que l'histoire de la bière a toujours eu une diversité de styles. Moi ici c'est un clin d'œil, évidemment, vous aurez reconnu le tableau de Mendeleïev, mais version bière. Mais les styles de la bière se ramifient de plus en plus. À partir des grandes familles originelles, il y a aujourd'hui des expériences, il y a aujourd'hui des variantes, il y a aujourd'hui toute une série et c'est un plaisir, mais de recherche, d'expérimentation qui donne naissance à des produits complètement innovants. Et donc, quand on navigue comme ça dans cet univers, eh bien, c'est à non plus finir. Et c'est un plaisir pour les amateurs de bière de découvrir tous les jours des nouveaux produits, des nouvelles brasseries. Qu'elles apparaissent, qu'elles disparaissent, c'est pas le problème. L'important, c'est de créer de la diversité et de la singularité. Et cette singularité, on la retrouve notamment dans les magasins spécialisés, parce qu'on les voit aussi se multiplier depuis quelques années. Des magasins qui proposent des bières atypiques, c'est-à-dire celles que vous ne trouvez pas dans les grandes surfaces, dans la grande distribution. Et je vous invite vraiment à rentrer dans ces magasins. Il y en a de plus en plus en Belgique, on les voit apparaître un peu dans toutes les villes. Poussez la porte de ces magasins, vous allez d'abord être ravis visuellement parce que, j'évoquerai tout à l'heure les étiquettes, les bouteilles, les canettes qui amènent un nouveau design graphique aux communications visuelles, mais c'est un véritable plaisir de voir une telle diversité. Ça sature quelque part le paysage visuel de toute une série de brasseries dont on ignore à peu près tout, si on n'est pas zytophile averti, donc amateur de bière averti. Donc je vous invite à découvrir ces magasins et à vous laisser embarquer par le commerçant, donc qui tient par passion ce commerce. Ce sont des gens extrêmement passionnés qui, en fonction de vos goûts, de vos envies, de votre curiosité, vont vous emmener et
idéalement vont vous faire emprunter des chemins de traverse et donc vous faire découvrir toute une série de nouveaux goûts. Donc les magasins, c'est une chose. On voit aussi se multiplier les salons, les foires, les festivals autour de la bière. Donc rien qu'en Wallonie, si on regarde aujourd'hui les agendas culturels, on voit qu'effectivement, depuis quelques années, ça se multiplie un peu dans tous les sens. La gastronomie et la restauration accueillent également la bière comme jamais auparavant, c'est-à-dire qu'on associe aujourd'hui plus que jamais les plats à la bière. Donc il ne s'agit plus seulement, on ne trouve plus dans les restaurants... il n'y a plus que le métier de sommelier du vin qui existe, il y a également sommelier de la bière qui est devenu un métier à part entière. Certains restaurants axent leur food pairing, donc l'association bière-mets, sur cette nouvelle tendance. Je vous recommande d'ailleurs un ouvrage de Ben Vinken sur le sujet. Et justement, en termes de publication, on voit également se multiplier les magazines et les sites internet qui s'adressent soit à des professionnels, soit à des amateurs. Donc on voit qu'il y a une tendance très populaire, généralisée, un intérêt pour ce domaine-là. Les livres, d'ailleurs, soyez attentifs en période de fête. Vous voyez sur les étalages de livres, depuis quelques années, le nombre de livres sur la bière qui sont publiés chaque année. Ils se répètent évidemment, certains sont complètement... n'ont aucun intérêt, mais d'autres par contre ont des partis pris assez intéressants. Donc on est vraiment dans une tendance, c'est dans l'air du temps. Ce qui se manifeste encore dans le brassage amateur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui de plus en plus de gens brassent leur bière chez eux. Même au Deleuze, vous pouvez acheter un kit pour commencer, pour faire des expériences, pour tester le brassage amateur. Et vous avez en Belgique à Beverlo une espèce de grand supermarché pour les brasseurs amateurs, Broland, où vous trouvez absolument tout. C'est-à-dire du matériel plus ou moins de bonne qualité, plus ou moins cher. Vous trouvez des matières premières, tout ce que vous voulez pour faire de la bière s'y trouve. Donc voilà, c'est vraiment un paradis pour le brasseur amateur. Donc on a là vraiment aussi une tendance qui s'est généralisée. Et c'est très positif, évidemment. Moi, j'ai jamais compris l'intérêt de la chimie quand j'ai fait mes études, et je le regrette aujourd'hui parce que tout cela n'est que de la chimie, évidemment. On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus tout à l'heure. Cette notion d'amateurisme est intéressante. Bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais parce que c'est aussi une notion dans l'air du temps. L'amateurisme, c'est pas seulement le propre de la bière, ça, culturellement, on le constate à tous les niveaux. C'est pour moi un modèle ou un paradigme parce que les tendances do it yourself, le hacking, l'intelligence collective, l'économie de la contribution, les échanges de savoir-faire sont autant d'initiatives qui témoignent de cette envie de partager, de cette envie de se mettre en commun, de mettre en commun des savoir-faire pour exercer soi-même, pour retrouver le plaisir de faire des choses soi-même. Donc pour moi c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a une éthique là derrière. Bon, je rentre pas dans le sujet par manque de temps, mais voilà. Alors tout ceci. Oui, alors j'avais quelques images de picobrasseries, c'est-à-dire des brasseries qu'on retrouve à modèle réduit, donc c'est même pas de la microbrasserie, c'est de la picobrasserie, donc une unité de mesure encore en deçà. Voilà, dans leur garage, énormément de gens construisent leur picobrasserie, plus ou moins sophistiquée en fonction que vous êtes bricoleur, que vous ayez des connaissances en électricité, que sais-je, programmation. Et pour moi, ça donne naissance à un genre. Comme en musique, il y a le style garage, qui vient du fait que beaucoup de groupes de musique ont commencé à jouer dans les garages avec un son particulier. Pour moi, il y a aussi une tendance de la bière garage, avec parfois des erreurs, parfois des essais, mais tout est bon à expérimenter. Vous voyez ici un modèle complètement réduit, c'est une sorte de percolateur, mais vous pouvez avoir ça à côté de votre percolateur dans votre cuisine. Ça vous permet de faire de la bière avec quelques gestes, un peu de programmation. Donc voilà, c'est une brasserie modèle ultra réduit. Donc vous aurez compris que c'est vraiment devenu une tendance complètement dans l'air du temps. Mais pour moi, tout ceci, c'est quelque part la partie immergée de l'iceberg, parce que pour moi la bière c'est pas qu'une question de quota, de quantité, de multiplication, de diversité ou de mode. Pour moi l'important il est ailleurs, il est plus profond. On les retrouve dans les racines même de la culture de la bière. Alors le mot culture n'est pas anodin, parce que à mon sens la bière est le ciment d'une certaine socialité. En tout cas dans certaines sociétés, la bière a une histoire, la bière a un folklore, la bière s'enracine très profondément. Et donc l'histoire nous a légué de nombreuses traces matérielles qui témoignent de cet enracinement et qui témoignent de cette histoire sociale de la bière. Et donc je propose
parcourir quelques-unes, donc de montrer quelques vestiges, quelques artefacts des cultures humaines qui rendent compte de cette histoire avec, par exemple ici, une tablette d'argile, écriture cunéiforme, donc première forme de écriture. On est en Mésopotamie, 4000 ans avant Jésus-Christ, avec la première recette de bière conservée. Ici en présence d'une recette de bière, c'est-à-dire de quantité de matière. Et on voit qu'effectivement, la bière s'enracine profondément dans cette culture mésopotamienne. Vous avez ici un cylindre seau, donc c'est un cylindre qui permet dans l'argile, par exemple, de faire une frise. Et vous avez en fait une illustration des fêtes de la bière à Sumer. Vous voyez des personnages qui boivent avec des pailles dans des grandes amphores, parce que la bière à l'origine, c'était ça, c'était un pain liquide, un pain qu'on émiettait dans de l'eau, on laissait fermenter, on ajoutait des épices et on buvait ça avec de grandes pailles. Donc ici un témoignage assez touchant de ces premiers festivals de la bière. Autre exemple, le code d'Hammurabi. On est toujours en Mésopotamie, on est en moins 1750 à Babylone. Le code d'Hammurabi, c'est un texte juridique. Donc vous avez donc un texte juridique dans lequel il y a tout un passage assez étonnant sur la bière, ce qui montre que très tôt la bière est légiférée, réglementée. La bière fait l'objet, la bière très tôt va accompagner les cultes. Du fait de son ivresse. La bière va aussi être un objet de négoce et du coup la bière va être c'est un univers qui va être largement légiféré. Dans ce code juridique qui est très sérieux, vous allez le voir, il y a tout un passage qui concerne la bière. Donc je cite le code d'Hammurabi. Les brasseurs de mauvaise bière, par exemple trop dilués, seront noyés dans leur propre bière. C'est réel. Et ceux qui font et vendent de la bière frelatée doivent la boire jusqu'à ce que mort s'en suive. Celui qui fait payer sa bière en argent et non en orge, ou qui vend cher une bière de faible qualité, sera noyé. Et ma préférée, c'est un prêtre surpris dans un débit de bière sera brûlé. Voilà. Donc voilà. Exact. Voilà, ça donne une idée, effectivement, de la place qu'occupe déjà la bière dans cette société. Et on a comme ça, à travers les époques, à travers les civilisations, des vestiges, des traces matérielles qui témoignent de ce brassage ici, brassage dans l'Égypte ancienne. L'Égypte a été un grand producteur de bière. Ramsès II était considéré comme le roi pharaon, avec ici de très beaux objets, dont je pense le premier est conservé au musée du cinquantenaire, qui témoignent du brassage comme un art domestique, notamment pris en main par les femmes. Parce qu'on a beau penser que les hommes savent pourquoi, l'histoire de la bière, c'est pendant très longtemps une histoire de femmes. Alors, voilà, on voit de nouveau quelques traces. On voit en haut ces grands ronds, ce sont des galettes cuites. Donc c'est le pain la bière était véritablement un pain, une galette qui pouvait se transporter, qu'on émiettait dans des grandes amphores d'eau. Alors, si on doit avancer un peu dans le temps, il y a aussi dans nos régions, dans nos latitudes, l'imaginaire du moine brasseur qui va s'installer. Donc là, il y a aussi, au niveau social, un aspect intéressant qui va persister à travers les siècles, parce que les monastères vont être les premières brasseries, en tout cas dans nos régions, brasseries quelque part industrielles, lieux d'expérimentation. Et ça va rester, c'est-à-dire que cet aspect-là va s'enraciner, va devenir un stéréotype. D'ailleurs, si on regarde l'iconographie ou simplement les étiquettes de bière, on voit à quel point cette figure du moine brasseur, bedonnant, souriant, est restée dans les mémoires. Que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne, on a véritablement joué ici en Belgique sur cette tradition. Regardez simplement les polices de caractère utilisées pour ces triples moines, une police gothique, on évoque la tradition, on évoque le passé, on évoque le Moyen-Âge. Donc c'est véritablement encore maintenant, voilà, un stéréotype. Donc on voit à quel point ça s'est enraciné dans notre culture. Alors, si on avance encore un peu dans le temps, pour évoquer simplement et lancer quelques pistes de relations entre bière et socialité ou grandes notions clés dans nos sociétés, il faut évoquer le lien qu'a pu avoir un moment la bière avec l'alchimie. Donc à la fin du Moyen-Âge, quand on regarde les brasseries ou l'iconographie des brasseries à la fin du Moyen-Âge, on voit souvent apparaître cette étoile à 6 branches. Vous avez au-dessus cette étoile à 6 branches qui ressemble à l'étoile de David. C'est en fait un symbole alchimique.
d'accord. Beaucoup de brasseries dans le nord de la France arboraient ce symbole, parce que la bière a été longtemps considérée comme quelque chose de magique, très tôt dans l'Antiquité d'ailleurs. Le métier de brasseur est considéré comme un métier très noble. Encore au Moyen-Âge, encore Renaissance, temps moderne, le métier de brasseur, voilà, c'est un métier très noble parce que assimilé pendant longtemps à l'alchimie. Alors pourquoi ce symbole est un symbole alchimique? Eh bien, c'est la contraction, je n'ai malheureusement pas l'image ici, mais des 4 éléments. C'est-à-dire que les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau, le feu, sont par les alchimistes représentés par des triangles inversés ou droits avec une base ou pas de base. Quand vous les rassemblez, vous avez cette étoile à 6 branches. D'accord, c'est quelque part la quintessence ou le 5e élément. Et donc ce symbole protège quelque part les brasseurs et protège le processus de la fermentation, qui est un processus à part entière, un processus considéré comme magique ou alchimique. Et d'ailleurs, je vous recommande, si ça vous intéresse, de lire un ouvrage d'un ethnologue, Bertrand L., qui c'est ultra documenté, c'est super bien fait, qui rapproche ce brassage, le brassage de la bière, du travail de l'alchimiste. Et il montre au travers de toute une série de coutumes que la bière, en fait, elle est symboliquement présente dans les sociétés autour de 3 thèmes connexes. Il y a la bière comme boisson pour les morts, la bière liée au rite funéraire, la bière comme offrande pour la fertilité et la bière comme breuvage de vie. Et donc, Bertrand L. évoque toute une série de rituels, par exemple le fait qu'une bouteille de bière soit versée sur une hache qui vient d'abattre l'arbre de mai en Allemagne, ou une bière qui a été versée sur une gerbe qui vient d'être récoltée, la première gerbe récoltée en Suède. Tout cela témoigne de vœux de fertilité. On a également des vœux de longévité qui accompagnent la consommation de bière. Dans certaines cultures, la bière de Noël ou la bière de Carnaval sont censées rajeunir. On a également la bière qui renouvelle le sang, ou la bière qui apporte du sang neuf. Donc un vœu de fécondité également, ce qui se retrouve très bien dans cette tradition en Saxe où un père, à la veille d'un mariage, un père et le marié boivent dans une cruche de bière, on verse le reste sur la tête de la mariée. Plutôt étonnant, mais pensez-le, comprenez-le comme un vœu de fécondité, de fertilité. Il y a également la bière comme symbole de vie, les bières spéciales pour nourrice. Vous savez qu'une femme qui allait doit boire de la bière bien noire, c'est resté dans les esprits. Il y a les bières fortifiantes, les bières que l'on retrouve dans certaines médecines, donc des bières à vertu médicinale. Donc la bière est associée à des processus élémentaires de la vie, accompagne les cycles de la vie et de la mort. C'est ce que nous explique Bertrand L. d'une façon absolument admirable, donc je vous recommande vivement d'acheter cet ouvrage. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et il montre comment il existe une allégorie entre l'art du brassage et l'alchimie. Alors qu'est-ce que l'alchimie? D'abord, c'est une sorte de métaphysique de la matière. C'est une sorte de chimie naïve, une pré-chimie un peu archaïque. C'est une croyance dans les matériaux. C'est le moment où la croyance et la science ne s'étaient pas encore complètement scindées. Il faut attendre le XVIIe siècle pour ça. Donc on est encore dans une croyance sur les matériaux. Et l'alchimiste, c'est un philosophe. Il a une quête qui vise à essentialiser quelque part son esprit. C'est une quête de la connaissance ultime. Et cette quête, elle passe par l'étude de la transmutation des matériaux. Vous connaissez peut-être cette image très populaire de l'alchimiste qui transforme un métal quelconque en or, donc un métaux vil en un métaux noble. Et donc c'est un art de la transmutation, et c'est ce qu'est finalement l'art du brassage. Un art qui consiste à prendre des matériaux, une matière première issue de la terre, et par l'air, par l'eau et par le feu, laisser s'opérer des transmutations, et faire d'un mélange putrescible une matière de vie, une matière qui donne l'ivresse, d'accord? Donc il y a vraiment toute une philosophie de la matière autour du travail du brasseur, et donc des liens intéressants entre la bière et la chimie. Donc ça, c'est vraiment pour moi le sens profond de la bière, au-delà des caricatures qu'on en fait parfois. Et l'histoire de la bière a également ses grands personnages, qui sont restés des figures importantes de nos cultures, donc c'est aussi intéressant de l'évoquer. D'ailleurs, comme je le disais que la bière, les hommes savent pourquoi, mais mon œil, parce que l'histoire de la bière, c'est longtemps une histoire de femme. Voici Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, c'est une bénédictine, une grande mystique, fin 11e, début 12e siècle. Et c'est une grande compositrice. Je vous recommande d'écouter les chants grégoriens d'Hildegard von Bingen, en buvant une bière idéalement, c'est absolument enivrant.
Et Hildegard von Bingen était une femme de lettres, femme médecin, et donc elle connaissait très bien la pharmacopée. Elle utilisait des minéraux et des végétaux pour soigner. Et elle connaissait très bien les propriétés du houblon, propriétés antiseptiques. Le houblon, c'est une sorte de conservateur naturel, d'accord? Et c'est elle qui recommande d'utiliser du houblon dans la bière. Avant le XIIe siècle, pas de houblon dans la bière, d'accord? On fait de la bière depuis à peu près 6000, 7000 ans avant Jésus-Christ. Pendant des millénaires, pas de houblon dans la bière. Il faut attendre Hildegard von Bingen. Le houblon va remplacer le mélange d'épices qu'on mettait dans la bière et que on appelait le gruy dans nos régions, que mettaient les moines, enfin, dans les monastères. C'était le gruy qui était utilisé. Donc, une femme évidemment importante, décisive dans l'histoire de la bière. Autre personnage légendaire, Arnould. Vous savez peut-être que Saint Arnould est le patron des brasseurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est resté présent dans nos cultures. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs Saint Arnould. Il y en a un à Metz, patron des brasseurs lorrains. Il y a qu'une histoire, mais bon, j'ai pas le temps de m'y arrêter. Peut-être évoquer l'histoire de Saint Arnould belge, patron des brasseurs belges. Saint Arnould était au XIe siècle un chevalier. Et il est lassé des combats, il est lassé de ce champ d'exploit, et il décide de devenir d'engager une carrière religieuse, et donc il devient moine et évêque à Soissons. Un jour, on lui demande de pacifier, il a pour mission de pacifier les Flandres, et il entreprend la construction d'un monastère en 1084, et ça aussi coïncide avec le moment où la peste noire ravage l'Europe. Vous savez qu'au Moyen-Âge, une bonne partie de la démographie européenne, la population a été décimée par cette peste noire, et les ouvriers, pour la fondation de ce monastère d'Audenburg, sont atteints par cette maladie, et donc les travaux n'avancent plus. Plus personne n'est là pour construire ce monastère. Et donc, un jour, Arnould sonne la cloche. Il a préparé au préalable une espèce de grand chaudron, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler une bande dessinée, etc. Un gros chaudron avec une sorte de potion qu'il bénit de sa crosse, et il invite les ouvriers à boire ce breuvage, et tout d'un coup, voilà, tout le monde va mieux, les travaux reprennent, et l'abbaye prospère. Évidemment, vous aurez compris qu'il s'agissait de bière, dans un contexte au Moyen-Âge où on recommandait de boire de la bière et pas de l'eau, parce que l'eau était contaminée évidemment, et donc on recommandait de boire une boisson bouillie au préalable, donc de la bière, c'était beaucoup plus sain que de boire de l'eau. Donc Saint Arnould est véritablement celui qui conseille de boire de la bière plutôt que de l'eau. Il est devenu en cela, en faisant de la bière une boisson vertueuse, le patron des brasseurs belges. On a un peu l'équivalent laïque avec Gambrinus, qui est le roi de la bière. Lui, il apparaît un peu plus tard, au XVIe siècle. On le retrouve beaucoup dans l'imagerie populaire au XIXe siècle. Un personnage très bedonnant, très souriant, avec des grosses pommettes, une grosse barbe. Il représente un peu, la joie de vivre dans les Flandres, dans nos régions, et donc associé à ce royaume de la bière. Donc voilà, quelques personnages qui sont restés des figures emblématiques de nos cultures. Donc pour moi, la bière, c'est aussi ça, c'est aussi ce folklore, c'est aussi cette culture. Alors, vous aurez constaté que j'ai illustré ce propos d'un ensemble d'images qui sont empruntées au champ de l'art. Et effectivement, toujours dans cette approche finalement assez noble de la bière comme étant éminemment significative, comme porteuse d'un sens profond, sacré, social, on pourrait parcourir l'histoire de l'art en s'intéressant à ce motif de la bière. Parce qu'effectivement, la bière est un motif qui traverse l'histoire de l'art. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'ont entrepris deux auteurs, Bernard Marchand et Serge Lemoine, qui ont publié un ouvrage très intéressant intitulé « Les peintres et la bière », et qui traverse comme ça l'histoire de l'art en montrant comment la bière a pu être l'objet d'une représentation à travers les siècles. Ce sont des témoignages intéressants, ça nous permet de comprendre comment la bière était faite, comment la bière était consommée à travers le temps. Je vois que j'ai encore, avant cela, quelques petites images, donc je m'y arrête. Comme je parle du sens profond, et effectivement tout à l'heure nous avons évoqué la notion d'ivresse, une notion qui m'intéresse beaucoup. Forcément pas de bière sans ivresse, ou alors les bières sans alcool, mais n'en parlons même pas. Je regrette même de l'avoir prononcé. Donc pas de bière sans ivresse. Et l'ivresse, c'est quelque chose qui là aussi traverse l'histoire de l'art et traverse les cultures. C'est-à-dire que l'ivresse est dans beaucoup de civilisations profondément sacrée.
qu'on regarde des rituels comme les mystères dans la Grèce antique, les mystères de Dionysos, qu'on regarde les bacchanales dans l'Antiquité romaine, qu'on regarde les carnavals dans nos régions, qui sont racines dans l'Antiquité. Les carnavals, ce sont des fêtes agraires qui célèbrent le renouveau des saisons. C'est la période pour le moment. Donc voilà, célébrez tant qu'il y en a encore les carnavals, vraiment profitez-en parce que ce sont des moments importants dans une communauté où il nous est permis un temps de désordre, un désordre social où tout le monde se fond derrière une identité masquée. C'est le moment où tout le monde est sur un même pied d'égalité, tout le monde fait la fête dans une liesse populaire. Donc ne laissez jamais passer un carnaval, ce serait vraiment dommage. D'ailleurs, vous avez ici une image de Bruegel, donc un témoignage de l'histoire de l'art. Bruegel qui a su mettre en avant les us et les coutumes de son temps. D'ailleurs, la bière occupe pas mal de place. J'ai une autre image plus loin dans l'œuvre de Bruegel. Et on voit ici, petite parenthèse, mais le combat de carnaval et carême. Donc l'opposition entre deux foules. Vous avez à gauche une première foule qui représente ici le carnaval avec un homme bedonnant sur un chariot de bière. Et puis de l'autre côté, vous avez la foule du carême, c'est-à-dire les bourgeois qui sortent de l'église, vêtus de noir, avec ici l'allégorie du carême, un visage très chétif qui s'oppose évidemment au personnage bedonnant, plein de viande, de bière, etc. Donc on a là l'opposition entre deux formes de vie, la fête et le silence, la fête et l'austérité. Il faut les deux évidemment, mais tant que la fête est là, on aurait tort de ne pas en profiter, l'ivresse est socialement importante. Les boissons alcooliques sont aussi des boissons cultuelles. C'est intéressant de voir d'ailleurs dans notre culture chrétienne, c'est-à-dire la culture chrétienne a dominé notre Europe centrale pendant pas mal de siècles. Il est intéressant de voir comment cette culture a pu faire du vin la boisson sacramentale par excellence. C'est la boisson symbolique. C'est l'allégorie de la vigne, de la résurrection, de la renaissance, etc. D'accord ? Et l'Église a tout un temps combattu la bière. L'Église refuse la bière pendant tout un temps parce que la bière est une boisson de païens. Il faut combattre, il faut à tout prix faire taire les traditions païennes, et donc l'idéal ce serait de remplacer la bière par le vin. Dieu merci, cette culture a quand même fait des monastères les premières grandes brasseries industrielles et lieux de recherche et d'expérimentation, ce qui fait que nos latitudes ont quand même connu une histoire de la bière séculaire, et donc Dieu merci, la bière est quand même accompagnée cette évolution du christianisme. Mais elle n'est pas la boisson sacramentale de cette religion. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est le moulin. Il y a dans l'iconographie chrétienne ce qu'on appelle le moulin mystique, c'est-à-dire l'allégorie du sang du Christ comme étant le fruit de la vigne, auquel tout le monde doit boire comme promesse de résurrection, etc. Alors, je parle ici de l'Europe, mais on pourrait s'intéresser à d'autres cultures. Si on regarde les cultures amérindiennes, donc en Amérique latine, on voit que là la bière joue aussi un grand rôle socialement. L'ivresse, elle a aussi un rôle social assez particulier. Et d'ailleurs, je vous recommande je ne sais pas si l'ouvrage existe, s'il a été imprimé, mais en tout cas, sur Internet, vous pouvez trouver un ouvrage qui s'intitule La pirogue ivre, qui est un ouvrage collectif de différents ethnologues qui ont travaillé sur des cultures amérindiennes. Et il montre à quel point, il compare des manières de boire, c'est-à-dire des manières de consommer l'alcool et précisément la bière. Il compare des représentations locales et sociales de l'ivresse, c'est-à-dire en fonction de telle tribu, l'ivresse est appréhendée de telle ou telle manière. Donc ça montre l'importance sociale de la bière. Bière de manioc, bière de maïs, tout cela dépend, et tout cela est comparé entre 9 populations amérindiennes. Donc c'est un ouvrage assez intéressant, et on voit que dans ces cultures amérindiennes, l'ivresse est véritablement un ciment de la socialité. Certaines cultures ne s'expliquent que au travers de certains rituels liés à l'ivresse et donc à la consommation de bière. De nouveau, la bière est associée à des vœux de fertilité, de fécondité, donc c'est vraiment un symbole de vie dans énormément de cultures, même si elles sont géographiquement très lointaines. Alors, ce côté social de la bière n'est pas qu'exotique, on ne le retrouve pas que dans ces peuplades amérindiennes, il est encore présent chez nous avec les traditions folkloriques et ces fameuses confréries qui véhiculent aussi l'image d'une certaine tradition. D'ailleurs, on voit ici certaines images prises à l'occasion du week-end de la bière le premier dimanche de septembre sur la Grande Place de Bruxelles, événement pour lequel beaucoup de touristes sont présents. C'est une manière évidemment d'afficher
à l'international une culture, un folklore lié à la bière. L'idée, c'est vraiment de montrer que ça s'enracine dans les traditions, que ça s'enracine dans notre société, dans nos manières de faire société. Donc ici, la confrérie Saint-Foyen-d'Ureux, qu'on évoquait tout à l'heure, Saint-Foyen, je ne pouvais pas ne pas l'illustrer. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de ces images sont issues du champ de l'art, donc de l'histoire de l'art, ce qui est assez intéressant. Effectivement, on peut traverser l'histoire de l'art en examinant ce motif, ce thème de la bière, ce qu'ont fait les deux auteurs que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je ne vais pas m'y arrêter. Bon, certains objets ont déjà été évoqués. J'ai déjà évoqué Bruegel. On voit ici les noces, avec ces fameuses cruches de bière ici en bas à gauche. Les natures mortes, vous voyez pas très bien avec la lumière évidemment, mais les natures mortes au XVIe, XVIIe siècle dans les académies sont aussi pour nous des témoignages de la bière d'autrefois, c'est-à-dire notamment sur la verrerie utilisée, sur la couleur, la limpidité de la bière. Donc Franz Hals, beaucoup de peintres à ce moment dépeignent en fait la bière comme un objet, comme un motif. Je précise que souvent les natures mortes sont très ennuyante. On a l'impression qu'il n'y a rien de pire dans l'histoire de l'art, qu'il n'y a rien de plus ennuyant que nature morte. Je précise que nature morte est, je n'ai pas d'image ici, mais une vanité. Surtout quand il y a un crâne dans la nature morte, c'est une réflexion sur le côté périssable de la vie humaine, c'est-à-dire ce côté de la vie qui passe, ce côté éphémère de la vie. Donc il y a un côté allégorique évidemment derrière ces représentations. Des artistes dépeignent également la vie des estaminets, des auberges, des tavernes, qui montrent ces lieux où l'on fait société, et qui vont se multiplier au XVIIe, XVIIIe siècle. On voit ici un fumeur, c'est pas anodin parce qu'en 1802, l'Académie française définissait un estaminet comme une assemblée de buveurs et de fumeurs. Donc un estaminet, avant d'être un lieu, c'est une assemblée. Donc c'est une collectivité, c'est une communauté, une sorte d'ecclésia, une sorte d'église de buveurs et de fumeurs. Donc ça pour moi c'est important parce qu'un estaminet, ça montre l'importance sociale de l'estaminet. On arrive ici dans l'art moderne, Picasso, Spur-Jones. Et la bière n'est pas, dans l'histoire de l'art, présente que sous forme de représentation. La bière est également là comme catalyse de performance. Vous savez qu'au XXe siècle se multiplient les performances, c'est-à-dire des gestes d'art, où l'art ne consiste pas en un objet, pas en une sculpture, une peinture, mais en un geste, une action d'art. Vous avez à l'écran ici, et malheureusement je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que je vois le temps qui file, mais vous avez à l'écran Guy Debord. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent Guy Debord. Donc c'est le pape du situation, c'est le pape de l'international situationniste. L'international situationniste, c'était une sorte de regroupement d'artistes, beaucoup en France. C'était une sorte de groupe politique d'ultra-gauche, des gens très très remontés, très engagés, qui voulaient substituer à la notion d'œuvre d'art, matériel, objectale, la notion de situation. C'est-à-dire que Guy Debord, par exemple, vous voyez ici à gauche, nous dit « Arrêtez de faire des œuvres, des objets qui deviennent des marchandises. Notre monde est dominé par la marchandise. Nous vivons dans une société capitaliste, une société marchande. Arrêtez avec la marchandise, substituez à la marchandise des situations, c'est-à-dire des moments vécus. » En d'autres termes, des happenings, des performances. D'accord ? C'est ce qu'il appelle donc des situations. Et en bon alcoolique qu'il était, Guy Debord utilise l'alcool comme un catalyseur de situation. Donc, lui, il recommande par exemple la dérive, qui consiste en une dérive dans la ville, une promenade, un lâcher-prise au travers de l'urbanisme tel qu'il est là. Ça semble assez étonnant comme ça, mais sachez qu'une bonne partie de l'urbanisme au XXe siècle a radicalement changé à partir de ces théories. Donc il y a là tout un univers. Soit je passe au-delà, mais la bière l'alcool était pour Debord un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui va précipiter une manière de vivre. D'accord ? Donc c'est un moyen d'aller vers l'ivresse alcoolique, mais surtout l'ivresse poétique, l'ivresse comme une attitude, un rapport au monde, une manière de jouir pleinement de la vie, de faire de la vie une expérience dont on jouit en permanence. Je suis frustré parce que j'ai envie de vous citer un extrait de Guy Debord, mais je vois que... Allez, très rapidement. Parce que, donc, Debord en est mort de son alcoolisme, et il a publié à la fin de sa vie des panégyriques, magnifiques textes, et tout un passage est consacré à son amour pour la bière, et donc, comme le panégyrique est une ode à, je voudrais ici faire hommage à Debord en lisant donc un petit extrait. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui a été très attentif à ce qu'il buvait.
Et donc il y a toute une poésie de ce qui est bu. Hein. Donc c'est pas l'alcoolisme pour l'alcoolisme, ce qu'on appelle parfois la mystique du pauvre. Ici il y a pour moi une vraie poésie des produits, vous allez comprendre. Dans le petit nombre des choses qui m'ont plu et que j'ai su bien faire, confesse-t-il, ce qu'assurément j'ai su faire le mieux, c'est boire. Quoiqu'ayant beaucoup lu, j'ai bu davantage. J'ai écrit beaucoup moins que la plupart des gens qui écrivent, mais j'ai bu beaucoup plus que la plupart des gens qui boivent. Et alors il continue, et je cherche, voilà, la suite. Je me suis beaucoup promené dans plusieurs grandes villes d'Europe, et j'y ai apprécié tout ce qui méritait de l'être. Il y avait les bières d'Angleterre, où l'on mélangeait les fortes et les douces dans les pintes, et les grandes shops de Munich, et les irlandaises, et les plus classiques, les bières tchèques de Pilsen, et le baroquisme admirable de la gueuse autour de Bruxelles, quand elle avait son goût distinct dans chaque brasserie artisanale, et ne supportait pas d'être transportée au loin. Il y avait les alcools de fruits de l'Alsace, le rhum de la Jamaïque, les punchs, l'aquavite, l'alborg, la grappa de Turin, le cognac, les cocktails, l'incomparable mezcal du Mexique. Il y avait tous les vins de France, les plus beaux venant de Bourgogne. Il y avait les vins de l'Italie et surtout le Barolo des Langues, les Chianti du Toscane. Il y avait les vins d'Espagne, etc., etc. Et il prolonge comme ça sa liste de tous les alcools dont il est tombé amoureux. Donc c'est un texte qui est assez long, hein, beaucoup plus long que cela évidemment, mais qui témoigne d'une poésie de l'ivresse, une ivresse comme un art de vivre, un art de la situation. Alors comme je parle de performance, je ne peux pas ne pas évoquer un autre artiste, dans les années 70 cette fois, un artiste américain, Tom Marioni, artiste conceptuel de la côte ouest, San Francisco. Tom Marioni propose en 1970 une performance intitulée, vous le voyez ici, que le fait de boire de la bière entre amis est la plus haute forme d'œuvre d'art. En quoi consiste cette performance? Eh bien, il invite au musée, le lundi, jour de fermeture du musée, une série d'amis, et il demande au commissaire d'exposition d'amener quelques canettes de bière. Ce qu'ils consomment entre eux, comme ça. Ils laissent les reliques que le public, après, pendant la durée de l'exposition, est amené à venir contempler, comme attestant qu'un événement a eu lieu, quelque chose s'est produit. Hein. Donc, il s'agit ici simplement d'attirer l'attention de l'artiste sur le moment vécu, l'expérience de convivialité procurée par la bière. Et donc, il a proposé comme ça, dans la foulée, toute une série de dispositifs qui met la bière véritablement au centre de moments, de situations, de happening, de performances. Vous avez ici quelques exemples. Il y a d'ailleurs eu ici à Charleroi, au Vecteur, il y a quelques années, une actualisation de cette pièce. D'ailleurs, au Vecteur, il y a comme ça une armoire avec toute une série de bouteilles de vedettes, malheureusement, mais tant pis. Donc une performance a eu lieu de Tom Marioni réactualisée ici à Charleroi, où les gens étaient invités à venir consommer la bière et remplir cette étagère. Donc vous voyez qu'il s'agit vraiment de moments de socialité. On est dans ce qu'on appelle dans l'art contemporain l'esthétique relationnelle. Hein, donc c'est une tendance à part entière, l'esthétique relationnelle, qui permet de créer un moment de rencontre entre les gens. Donc, il a proposé toute une série de dispositifs avec pour thème central la bière, en buvant par exemple chaque jour de l'année une bière provenant d'un pays différent, hein, ce qui donne cette carte du monde quelque part de la bière. Ici quelques images du Museum of Conceptual Art qui propose dès 1972, donc c'est un musée qu'il propose là-bas à San Francisco. Et le mercredi après-midi, le public est le bienvenu pour venir voir des vidéos d'art. Et il y a là un frigo, et donc tout le monde peut se servir, boire une bière, discuter, échanger. Il a travaillé aussi sur des étiquettes sérigraphiées très particulières de bière, donc il y a un souci aussi du packaging. Il a travaillé avec une graveuse, Nathan Brown, et avec la brasserie Encore, une brasserie qui est toujours très prolifique aujourd'hui. D'autres exemples d'artistes ici, Rekrit Tiravania, un artiste thaïlandais qui est actif aussi dans le domaine de l'esthétique relationnelle. Philippe Parreno, bon soit, toute une série de dispositifs qui utilisent la bière comme un dispositif social, participatif, dont doit s'emparer le public. Donc cette bière, hein, ça peut sembler anodin, mais elle est finalement très présente quand on examine les arts les plus récents. Et justement, étant question de lien entre l'art contemporain et la bière, il faut évoquer un partenariat un peu curieux qui s'est créé il y a quelques années entre une brasserie écossaise, Brewdog, et la Tate Modern. La Tate Modern, vous savez peut-être, c'est le musée d'art moderne et contemporain de la ville de Londres. Et à l'occasion d'une exposition de Roy Lichtenstein, la Tate avait invité la brasserie Brewdog à faire une bière pour l'occasion, avec une étiquette spécifique. Hein. Tout cela était servi dans le musée, donc on avait véritablement un musée d'art contemporain qui accueillait une brasserie, une microbrasserie très dans l'air du temps.
faut savoir que Brewdog, c'est une brasserie qui apparaît en 2007 du côté d'Aberdeen, en Écosse. La première année, ils ont produit à peu près 1000 hectolitres de bière. Maintenant, ils ont dépassé les 30 000 ou j'en sais rien. Mais donc, c'est devenu vraiment une brasserie phare, incontournable dans le monde, dans le nouveau monde, dans cette nouvelle culture de la bière. Avec un packaging assez particulier, Brewdog est l'une de ces premières brasseries qui a amené une nouvelle communication graphique, qui a renouvelé le design graphique des étiquettes de bière. En Belgique, regardez un peu, tout cela a changé ces dernières années, mais on était traditionnellement dans des étiquettes qui évoquent la tradition, le passé, les traditions monastiques, avec des polices gothiques, tout ce qui pouvait évoquer la tradition, les vieux parchemins, etc., était bon à prendre. Aujourd'hui, ça s'est dépassé. Les brasseries ne font plus ça, parce que voilà, c'est poussiéreux. Par contre, on a un nouveau langage visuel qui s'est développé, qui a été porté parmi les premiers par cette fameuse brasserie écossaise, qui est une brasserie de très téméraire, assez punk. D'ailleurs, quand on regarde le nom des bières, on a vite compris dans quel monde on est. Vous voyez effectivement, exemple, des hermines empaillées, parce que Brewdog a produit une bière à plus de 50% d'alcool. C'est possible via des procédés, ce qu'on appelle une icebox. C'est une bière qui est gelée, on conserve, ce qui va geler, ce qui ne va pas geler, c'est la substance plutôt alcoolique, donc ça nous permet d'isoler une partie de l'eau de la substance plutôt alcoolique et ainsi de suite. Ça permet d'avoir des bières ou des substances qui proviennent de la bière mais qui montent, qui dépassent parfois le whisky en termes de volume d'alcool, donc c'est assez intéressant. Et voilà, donc Brewdog s'était amusé, une sorte de concours entre brasseries à faire la bière la plus forte du monde, avec un packaging, vous l'avez vu, assez là aussi plutôt irrévérencieux. 500 livres sterling la bouteille, voilà. Eux aussi sont fans de performance ou de happening. Ils ont notamment fait fermenter une bière dans la mer du Nord, tout simplement. Donc ils ont jeté à la mer la cuve de brassage, la cuve de fermentation, qui a donc maturé là sous la mer. C'est une référence à une tradition, disent-ils en tout cas, écossaise, qui pour calmer une tempête, il est de coutume de jeter une bouteille de bière dans la mer. Ça vient d'une vieille légende d'un pêcheur qui avait pour compagne une sorcière, et ce pêcheur revenait toujours sans le moindre poisson. Donc la sorcière a essayé de faire ce qu'elle pouvait, amadouer les éléments pour rendre la pêche féconde, mais il se passait rien, et elle a compris qu'effectivement son homme partait boire des ales, donc des bières de fermentation haute dans la mer, et il revenait toujours sans le moindre poisson. Et donc elle a jeté un sort à l'océan, et donc quand le pêcheur revenait sans rien, une tempête faisait retourner le bateau en pleine mer et risquait le naufrage. Et donc pour donner une bonne leçon à cette sorcière, Brewdog a eu l'idée de faire fermenter, pas seulement de jeter une bouteille à la mer, mais directement faire fermenter une bière sous la mer, ce qui donne la Sunk Punk, une bière avec un graphisme là de nouveau assez admirable, bien travaillé. Je vous invite vraiment à regarder le packaging de Brewdog, c'est assez saisissant. Ils ont encore collaboré avec la Tête Moderne à l'occasion d'un anniversaire, et ils ont proposé dans la Turbine Hall, donc dans un hall d'exposition du Centre d'Art, un bar temporaire. Donc on a véritablement une microbrasserie invitée par le monde de l'art contemporain, donc le rapprochement est assez intéressant. Brewdog est fan de ce genre de coup de com' un peu marketing, très marketing. Ils sont pas les seuls, parce que des bières complètement insolites, on en trouve beaucoup. J'ai récemment assisté à une conférence d'un paléontologue belge de renom, véritablement, Alain Godefroy, qui a longuement parlé des relations entre la paléontologie et la bière. Et figurez-vous qu'il y en a énormément. On peut faire un listing des bières qui se basent sur des noms de dinosaures, etc., etc. Il y en a énormément. Et il y a notamment une bière que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, la Bone Dusters, qui a été faite en fait à partir d'une levure retrouvée sur un fossile de baleine. D'accord ? Donc les chercheurs ont extrait une levure sauvage, ancestrale, et ils l'ont réactualisée pour produire une bière atypique. Donc vous voyez le type d'expérience vers où ça peut mener dans absolument tous les sens. Ce qui est intéressant, comme je le disais avec Brewdog, c'est l'apparition d'un nouveau design graphique, d'une communication visuelle nouvelle. Et je vais diffuser ici quelques images de bouteilles de bière, et effectivement,
vous constatez qu'on se rapproche d'un autre univers qui est celui du vin, avec des objets majestueux, nobles, hein, un certain prestige, avec des bières qui se vendent parfois plusieurs centaines d'euros la bouteille. Hein, donc on a basculé dans un autre monde, avec une invention graphique qui est absolument parfois intéressante. Ici, on a deux brasseries, Numbers et de Molen. On a parfois une logique comme ça sérielle dans le graphisme, dans le design graphique. C'est-à-dire que toutes les étiquettes de ces brasseries-là sont identiques. Et donc, quand vous rentrez dans une boutique, une de ces boutiques de bière que j'évoquais au début, vous repérez tout de suite ces brasseries-là sur les étagères. Elles sont directement identifiables. Donc, il y a des parties pris visuelles qui sont super intéressants au niveau du graphisme. Hein. Donc, beaucoup de graphistes travaillent d'ailleurs sur ces thèmes-là. Donc, il y a véritablement une richesse. Et je vous invite vraiment à rentrer dans ces magasins et à vous ravir, hein, simplement, visuellement, de ces objets. Avec des logiques, par exemple, géométriques qui apparaissent, une logique géométrique qu'on retrouve même ici en Belgique de manière générale, dans le graphisme autour de l'événementiel culturel. On a une espèce de revival du langage géométrique. On le retrouve sur certaines étiquettes de brasseries. Ici, un exemple, c'est une brasserie belge, hein, Brussels Beer Project, qui est l'une de ces jeunes brasseries qui a fait le choix, hein, de cette nouvelle communication visuelle avec des aplats de couleurs, des polices beaucoup plus modernes. Donc c'est un véritable parti pris. Ça, c'est mon coup de cœur, personnellement. Voilà. Les canettes, elles aussi, les canettes passent souvent pour être des objets très prosaïques, très vulgaires. La canette, c'est un contenant quelconque, voilà. Mais les canettes deviennent aussi des objets, des supports pour une invention graphique parfois assez exceptionnelle. Et donc, les amateurs de bière, parfois, achètent des bières simplement parce qu'ils tombent amoureux de la bouteille. Peu importe ce qu'il y a dedans, on boit aussi avec les yeux, donc c'est important. Hein. Donc il y a là un plaisir qui s'est également développé. Donc ça, c'est une nouvelle logique très importante, cette logique visuelle, qui participe de cette nouvelle culture de la bière. Et enfin, et je vais terminer par là, il y a également une nouvelle logique qui accompagne cette nouvelle culture de la bière, c'est l'apparition de nouveaux types de lieux. Des lieux qui sont des lieux pluriels. Bon, c'est pas une nouveauté, hein. On avait déjà en Belgique des lieux qui mêlaient des espaces de consommation à des lieux où l'on brassait directement la bière, hein, donc des espaces pluriels. Mais ces lieux-là, vous avez ici quelques exemples, hein, de Molen, pas de Molen, la brasserie du Buisson, la brasserie de Alveman, des brasseries belges qui sont à la fois des lieux de consommation et des lieux de production, donc qui attirent forcément le touriste, les curieux, etc. Ici, un autre exemple, à Goes, en Zélande, un très bel établissement avec de très belles installations. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez venir manger, hein, donc c'est très bon d'ailleurs. Vous pouvez manger sur place et constater, voir la production en train de se faire. Donc, les gens aiment ça. C'est dans l'air du temps. Hein, ce type de lieu se multiplie aujourd'hui. Quelques exemples d'autres lieux en France. Ninkasi à Lyon. Ninkasi, c'est une bière. Hein. C'est une marque de bière, mais Ninkasi, ce sont aussi des lieux. Ninkasi, c'est un ensemble de lieux à Lyon, dont des lieux de concert. Donc, c'est un lieu véritablement pluriel. C'est une entreprise plurielle. Il s'agit de produire, de faire consommer, d'organiser des événements culturels. Donc, c'est vraiment un lieu qui brasse. D'ailleurs, des lieux de brassage. On brasse large. Hein. C'est un lieu qui, comme Darwin d'ailleurs, un autre projet français qui mérite d'être connu. On est ici à Bordeaux. Je vois quelqu'un qui a acquiesce, donc qui connaît le projet. Donc Darwin, ce sont d'anciennes casernes sur la rive droite de la Garonne, qui ont été réinvesties par toute une série de projets. Donc vous avez là des skateparks, des lieux de conférences, de projections, une sorte de cafétéria, une brasserie. Hein, que vous voyez ici en bas à droite. Donc c'est un espace pluriel, un espace culturel où il fait bon vivre, il fait bon être, il fait bon se retrouver. Donc c'est aussi un de ces lieux dans l'air du temps qu'on en voit apparaître dans la plupart des grandes villes en Europe et à travers le monde. Et il est intéressant de voir que beaucoup de ces lieux se dotent d'une microbrasserie pour jouer la carte de l'autonomie, de l'autarcie, du circuit court, de l'éco-responsabilité, etc., tous les grands termes qu'on peut amener. C'est sur ce modèle qu'est apparue la manufacture urbaine ici à Charleroi, et c'est là-dessus que je vais terminer, puisqu'il sera après question de dégustation. La manufacture, certains connaissent peut-être, d'autres pas. Donc la manufacture, c'est un projet qu'on a inauguré il va y avoir maintenant une année, en mai 2017. Et l'idée, c'était d'investir un lieu en centre-ville, donc au cœur de Charleroi, la ville basse, précisément la médiathèque.
Donc je montre ici une série d'images pendant que je parle. C'était autrefois la médiathèque de Charleroi, et donc un lieu sur 4 étages qui a été réinvesti, et dans laquelle on a implanté une microbrasserie, mais également un atelier de boulangerie et de torréfaction de café. Donc 3 pôles de production. Donc espace de production en centre-ville, pluriel. C'est également un lieu de consommation, donc vous pouvez venir manger sur place, hein, donc il y a de la restauration. C'est un lieu de vie, un lieu public, mais il y a également une série d'activités. Il y a des concerts, il y a des conférences, des présentations, des projections, des expositions. Donc l'idée c'est d'en faire un lieu où voilà vous pouvez passer, découvrir toute une série de choses en découvrant les produits, l'éthique du projet. Donc c'est un projet qui voilà a mis deux ans à peu près pour voir le jour, qui est là aujourd'hui. 2 lieux d'implantation ici à Charleroi. Vous avez, c'est les images que vous avez ici, l'atelier, donc l'ancienne médiathèque, à la rue de Brabant, et puis à la place Bouisset en face de la gare, vous avez un autre lieu qui appartient à la manufacture urbaine, qui fait partie du projet, et qui s'appelle La Table, et qui est plus là un restaurant de bistronomie, gastronomie. Et donc les bières que vous allez déguster ici après, parce que j'imagine tout ça, en plus je parle vite, donc ça doit donner soif, les bières que vous pouvez déguster ici après sont donc les bières de la manufacture. Je laisserai nos barman expliquer les 4 bières, je pense, qui sont ici proposées en service. Donc pour résumer, il y a une bière plutôt équivalente triple, la Charleroi 350, il y a l'Asphalte, bière noire, plutôt stout. On a une Bancloc pour Alain en bouteille, et on a... Ah non, on n'a pas la Bancloc. Ah, on n'a pas la... Désolé Alain, on n'a pas la Bancloc, mais on a l'IPA et on a la Wallonne. Donc bière plus légère, bière amère. Voilà, donc ça ce sont des bières que vous pouvez déguster ici. Voilà, donc l'idée pour moi c'était de vous offrir une sorte de digression autour de cet univers de la bière pour vous montrer à quel point le sujet est dans l'air du temps. On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus d'événements autour de cela, mais ne vous laissez pas hypnotisé par cette poudre aux yeux parfois qu'on retrouve dans les médias par rapport à cette nouvelle culture de la bière. N'oubliez pas le sens profond que j'ai essayé également de mettre à jour, parce que la bière pour moi c'est surtout ça. La bière est un objet de société, un objet de faire société, un objet qui fédère, un objet à partager. Mieux vaut l'ivresse solidaire que l'ivresse solitaire. Donc voilà, ne perdez pas tout cela à l'esprit, parce que pour moi c'est ce qui compte le plus. Et voilà, il est l'heure de l'ivresse solidaire. Donc quelques questions avant pour ceux qui le souhaitent. S'il y a des questions, je suis à vos dispositions. Sinon, le bar est ouvert. Et merci pour votre attention, et merci d'être venus nombreux. J'espère que ça n'aura pas été trop inconfortable pour nos amis de la salle à côté. Merci. Voilà. Merci bien sûr à Sébastien. Je dirai tout à l'heure quelques mots en conclusion, mais avant ça, j'imagine bien sûr qu'il y a des questions. Alors, peut-être Léna, oui, qu'on pourrait commencer par l'autre salle, parce que je ne les vois pas, et donc je ne peux pas... mais on les entend, on les voit pas, mais on peut les entendre, et donc... Voilà. Il n'y a pas de questions pour le moment, on peut y revenir. Eh bien, alors, voilà. J'ai là une demande forte, 2 demandes. On va... Merci. Voilà. Bonsoir, maître Brasseur. Petite question d'abord. Quelle est la signification exacte de L? A-L-E. De? Comme dans Pellel. Ah, ale. Une ale. Oui. Donc une ale, c'est une bière de je sais pas si tout le monde m'entend bien. C'est une bière de fermentation haute, comme en Belgique, la plupart des bières sont des bières de fermentation haute. L'opposé, ce sont les lagers, les pils, voilà, donc des bières de fermentation basse. Et donc la ale, c'est un style de bière anglais, donc le mot vient d'Angleterre. Et on a eu historiquement une opposition, une distinction en tout cas entre beer et ale. L'un étant fait à base de houblon, l'autre pas. Donc voilà, mais une ale, c'est simplement une bière de fermentation haute, donc ce qui est un classique en tout cas en Belgique. Ok, merci. Deuxième question. Il y a des bouteilles bouchées par des bouchons de liège. En général, les bouteilles de bière sont debout dans des casiers, contrairement aux bouteilles de vin. Est-ce que le liège a une influence sur la bière? Le fait de bouchonner une bouteille de bière avec bouchon de liège est assez récent.
D'ailleurs, on bouchonne souvent en bouteilles type champagne, comme on les appelle. Ça vient notamment du fait que, à la fin du 19, enfin, je sais plus l'année exacte, fin 19e, quand on a proposé ici une exposition universelle, en Belgique, et qu'on voulait un peu rivaliser avec le champagne français pour accueillir nos amis, nos voisins français, on s'est dit on va faire refermenter de la gueuse en bouteille, dans des bouteilles de type champagne. Et de là vient notamment cette tradition de la bière en bouteille de ce type-là. Et si on recommande de tenir une bouteille droite, c'est évidemment pour que le dépôt de levure stocke bien dans le fond et ne couvre pas l'ensemble du bord de la bouteille, même si certaines brasseries disent couchez-les. Hein. Donc c'est un parti pris. Il n'y a pas de règle. Hein. Il y a vraiment aucune règle. Celui qui vient avec des règles, c'est quelqu'un qui n'a, je crois, rien compris à la bière, parce qu'il y a autant de plaisir que de règles qu'on peut inventer. Mais effectivement, quand on a une bière droite dans une bouteille type champagne refermentée en bouteille, ça permet d'avoir un fond, enfin une bière mûrie sur lit avec un fond de levure, et ça permet de servir la bière en plusieurs temps. Quand vous avez une bière en 33 centilitres et que vous servez une bière, ou que vous faites servir une bière dans un établissement, soyez vigilants à ce que la bière soit bien servie. Idéalement, il faut servir la bière en 2 temps dans votre verre. Hein, donc vous versez votre bouteille sans glou-glou, c'est-à-dire sans remuer la bière à l'intérieur, jusqu'à laisser 2 à 3 droits dans le fond de la bouteille, c'est-à-dire la levure. Comme ça, vous avez dans le verre une bière qui est plus ou moins limpide, hein, autant que possible. Vous pouvez apprécier sa couleur, sa robe, l'apprécier, la boire. Et puis, à un moment donné, pendant la dégustation, vous pouvez remuer le fond de la levure, le fond de la bouteille, l'ajouter. Ça va venir troubler la bière et ajouter le goût de la levure qui apporte là aussi des nuances aromatiques, poivrées, épicées, tout ce qu'on veut. La levure confère beaucoup d'arômes à la bière. Donc voilà, disons que ça vient ajouter au plaisir de la consommation. Maintenant, après, il n'y a pas de règles sur les manières de faire. Voilà. Merci. Complètement. Alors, je pense que la question là-bas, il y avait une demande. On va vous apporter le micro. Si, on va vous apporter le micro, monsieur. Sinon, vous allez devoir crier. Voilà. Bonsoir. Quelle est l'évolution de la consommation de bière en Belgique et dans le monde? Oui. Alors ça moi j'ai déjà examiné des tableaux de chiffres qui parfois se contrarient. Donc ça c'est dur de savoir comment évolue la bière ou quelle est la nation de la bière, le plus grand consommateur de bière. On voit parfois des sondages avec des chiffres très différents, mais de manière générale, ce qu'on constate, c'est pas tant une baisse de la consommation, c'est une baisse des modes de consommation. C'est-à-dire qu'on ne consomme plus la bière aujourd'hui de la même manière qu'on la consommait autrefois, et on voit que de plus en plus la consommation se fait à domicile. C'est-à-dire que la grande distribution a amené une habitude d'acheter sa bière et de la boire chez soi, seul ou entre amis, peu importe. Mais en tout cas, ça l'Horeca, le monde de l'Horeca est clair avec ça. Hein. On voit dans l'Horeca la consommation de bière a diminué. D'accord. Oui et non, parce que avec cette nouvelle vogue, on voit de plus en plus d'établissements qui proposent des bières complètement atypiques ou qui viennent des 4 coins du monde. Donc là, il y a un intérêt. On voit qu'il y a un renouveau par rapport à l'intérêt par rapport aux bières spéciales. Mais de manière générale, les chiffres sont quand même assez significatifs par rapport à la consommation dans l'Horeca. La baisse de fréquentation des lieux, des estaminets, comme j'évoquais tout à l'heure, a été quand même décisive sur les modes de consommation de la bière. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans le mode de consommation. Ça, c'est clair. Alors en production, ça ne fait qu'augmenter. Hein. Ça c'est clair. La bière reste quand même dans le top, je sais plus combien, mais des boissons les plus consommées au monde. Donc on est véritablement dans une production ultra massive, avec forcément des grands groupes qui produisent massivement. Donc ça ne dégringole pas. Hein, la production, elle est bien là. Par contre, on voit apparaître, hein, comme je l'ai dit, de plus en plus de brasseries, de microbrasseries, de picobrasseries. Donc je pense qu'il y a de plus en plus aussi de buveurs de bière. Hein. Donc ça ne va du coup ne faire qu'augmenter. Après, il s'agit d'espérer que la consommation se fasse dans un ratio équilibré entre les grandes brasseries commerciales et industrielles et ces nouvelles brasseries qui sont beaucoup plus inventives, beaucoup plus créatives. Il y a là un équilibrage qui doit se faire, mais ça se fait parce qu'on voit certaines brasseries, grandes brasseries, des grandes marques, qui autrefois considéraient les bières spéciales et certains types de bières, les stouts, les sour ale, enfin des bières très spécifiques, comme étant des marchés de niche, les IPA par exemple.
les India Pale Ale étaient considérés par des grandes brasseries il y a quelques années comme des marchés de niche. Je me souviens, InBev disait, on fera pas d'IPA parce que c'est que quelques connaisseurs qui boivent ça. Nous, on va pas faire de grosses productions. Et puis quelques années après, ils en ont sorti 5 différentes, ce qui montre que finalement le marché est quelque part dicté par le goût du consommateur, d'accord. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Bon, même s'ils ont fait de pas bonnes IPA, c'est pas la question, mais il y a quand même une sorte de force de puissance dans la consommation qui est là et qui fait que le marché change, hein. Donc ça, c'est quand même intéressant, et il y a plus qu'à espérer que le ratio soit équilibré entre ces bières industrielles et les bières vraiment créatives. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Là-bas, tout dans le fond. Voilà, on va vous apporter le micro, monsieur. Je vois que ce sont surtout les hommes qui posent des questions. Je tiens à dire que, voilà. Ça montre que les hommes ne savent pas pourquoi. Merci. Ouais, c'est vrai. Monsieur, j'étais étonné tout à l'heure que vous disiez que on faisait de la bière à 50 degrés d'alcool. Alors que voilà quelques dizaines d'années, à ce moment-là, à ma connaissance, la bière en Belgique la plus forte était 12 degrés, une bière des environs de Tournai. Et parce qu'il disait que au-delà de 12 degrés, on ne pouvait plus appeler ça de la bière. Mm-hmm. Oui. Alors ça, bon, il n'y a pas de. Donc effectivement, a priori, quand on fait fermenter une bière, elle ne va pas dépasser dans la dizaine de % d'alcool. On va pas monter au-delà. Quand on veut monter au-delà, c'est ce qu'on fait avec des spiritueux, des whisky, etc. Il faut passer par la distillation pour atteindre des 40%, par exemple. Le procédé de la Icebox que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à congeler la bière pour récupérer une substance alcoolique et donc avoir une teneur en alcool beaucoup plus élevée, c'est une tradition allemande, donc c'est un type de bière allemand. La tradition dit que ça s'est fait par erreur, qu'on a laissé congeler, des tonneaux de bière à l'extérieur qui ont gelé, etc. Soit. Donc le procédé, il est possible, donc il est étonnant, mais il existe et il est là. Alors effectivement, est-ce qu'on peut encore appeler ça de la bière? Ça, je suis d'accord avec vous, c'est une autre question. Pour moi, oui, parce que c'est simplement de la bière. C'est une partie de bière, donc c'est de la bière qui a été congelée et on a simplement réceptionné une partie de cette bière. Je pense pas que y ait en termes de législation des précisions. Je sais pas, quelqu'un peut me contredire, je connais pas du tout ça. Je sais pas si dans la législation implique de ne pas dépasser un certain taux d'alcool pour de la bière. Je sais que Brewdog, quand ils ont proposé leur End of History avec les Hermines, je sais que une loi les empêchait de la sortir, ou a failli les empêcher de sortir cette bière, de la rendre publique, de vendre cette bière parce qu'elle dépassait ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais sur la question de savoir si c'est de la bière ou pas, pour moi oui, c'est simplement c'est de la bière qui a été congelée et dont on a récolté une petite partie. Par contre, quand vous la buvez, vous n'allez pas boire une bouteille de 33 centilitres de ça, évidemment, parce qu'il y a la brasserie. On a ici le Struys, qui est une brasserie belge qui a opéré dans ce sens-là, et donc il y a une bière de ce type-là. Moi, j'ai une bouteille à la maison, mais voilà, je bois ça comme un whisky, c'est-à-dire dans un verre, ça ne pétille pas, il y a pas de mousse, hein, donc on n'a pas du tout l'aspect de la bière, on a l'aspect véritablement d'un spiritueux extrêmement fort en alcool. Donc au niveau de l'expérience, c'est quelque chose de très différent que de la bière, évidemment. Peut-être une avant-dernière question. Monsieur? Ah, oui. Monsieur, alors. Voilà. Ah, alors, on vous oublie pas, monsieur, mais on va aller d'abord dans l'autre salle et puis on viendra chez vous. Vous avez dit l'avant-dernière, donc vous voyez, il peut y avoir une dernière. Par prudence. On va peut-être prendre le micro. Voilà, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était des dates de péremption qu'on trouve sur les bières. Est-ce que elles sont vraiment impliquées ou suivant le type de bière, notamment si c'est de la bière brune. Donc effectivement, c'est bon à savoir qu'a priori une bière ne bonifie pas, ne mûrit pas, hein. Donc ça dépend vraiment du type de bière, Il y a des bières qui ont de longues. Si vous achetez une Gueuse par exemple, vous avez des dates de péremption qui sont très grandes, une 30aine d'années, parce que c'est une bière qui effectivement conserve mieux. Cela dépend notamment des levures, hein, les levures sauvages qui ont été utilisées. On a des bières aussi, les Imperial Stout par exemple, les bières très noires, très fortes en alcool, vont conserver assez longtemps. Je montrais tout à l'heure à l'image la brasserie de Molen,
brasseries des Pays-Bas. Si on regarde effectivement les dates de péremption de certaines de leurs bières, on voit qu'on est aussi sur une vingtaine d'années. Donc ce sont des bières qui vont traverser le temps parce qu'elles sont quelque part très robustes. Et puis il y a certaines bières qui vieillissent mieux que d'autres. Les bières plus foncées présentent l'avantage en vieillissant de madériser quelque part, et donc d'avoir un petit côté presque porto après quelques années. Si vous avez une Chimay bleue qui est dans votre cave depuis une quinzaine d'années, vous allez avoir cet aspect-là. Enfin, soit elle va être presque imbuvable, soit elle va avoir ce petit côté passé, mais madérisé. Et d'ailleurs, beaucoup disent faites vieillir des Orval. Oui, c'est très bien, évidemment, mais moi, je considère que l'Orval est plus intéressante quand elle est fraîche. Elle exprime vraiment toute sa singularité. Mais quand elle vieillit, du fait des maltes, du fait des levures, elle présente un aspect assez particulier. Mais il y a ce côté madérisation qui intervient dans l'Orval et qui ajoute cette petite note particulière. Mais on retrouve ça dans d'autres bières. Donc l'Orval, ce qu'on fait avec l'Orval, on pourrait le faire avec plein d'autres bières, mais ça, les gens l'ignorent parce qu'il y a ce mythe, et c'est très bien. Mais donc, ça dépend vraiment du type de bière. Et donc, généralement, plus c'est fort, plus c'est foncé, plus ça conserve. Si c'est dégueuse, etc., là, on a aussi des durées qui sont assez grandes. On n'est pas obligé d'appliquer la date, mais c'est assez fiable. Moi, j'ai quand même très souvent le cas où je vais dans un établissement, je commande une bière, je bois une gorgée, je sais qu'elle est passée, je vérifie, effectivement, elle est passée depuis 6 mois. Ça se goûte, vraiment, ça se goûte. Donc, et bon, je la bois quand même, je fais pas mais je la bois, mais ça se goûte. Donc, on va pas être malade pour autant, c'est pas un problème, mais il y a quand même une bière, allez, ce qu'elle a à offrir, c'est quand elle est fraîche dans les 6 mois, je pense. Enfin, après, elle évolue et on va trouver plein d'autres aspects intéressants, mais elle tient vraiment ses promesses dans ce côté assez frais. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas, et comme j'ai dit, il n'y a pas de règle. Si quelqu'un aime une bière qui est passée, très bien. Si on aime le goût, le vieux pain ou le pain cuit, etc., très bien. C'est vraiment ça doit être un plaisir, et donc la date, elle est là pour des questions légales, évidemment. Après, on fait ce qu'on veut avec. Oui, voilà, c'est ça, bien sûr. Les règles sont là pour être. Voilà. Je ne connais pas les chiffres du loto de demain soir, malheureusement. Non, désolé. Mais peut-être qu'après une bière ou deux, je pourrais vous mettre sur la voie. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste de la West Vleteren. C'est après la dernière, la vôtre. Et apparemment, la Saint-Bernardus, c'est la même chose que la West Vleteren. C'est correct? Historiquement, elle a été brassée en fait par cette brasserie, ce qui fait que la recette est assez similaire, très proche. Donc il y a eu effectivement une tension entre les deux bières parce que on disait que Saint-Bernardus faisait de la West Vleteren et donc les recettes étaient complètement identiques. Donc historiquement, il y a eu effectivement ce petit moment de tension. Je pense qu'il y a eu rectification entre les deux recettes. Je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui encore, peut-être que quelqu'un sait répondre, parce qu'il y a des informations circulent, on sait pas, mais historiquement oui, il y a eu le cas. Maintenant, je pense que il y a eu rectification. Maintenant, je ne sais pas si un marchand de bière nous a expliqué que c'est la West Vleteren, pour avoir son logo de trappiste, a dû le brasser elle-même. Et donc ils ont retiré, mais la brasserie possédait les droits de produire la bière. Et c'est vrai qu'au niveau des goûts, ça se ressemble très très fort. Donc, oui, effectivement, il faut préciser que pour avoir le logo trappiste, contrairement à une bière d'abbaye, il faut effectivement qu'elle soit brassée dans l'enceinte de l'abbaye par au moins un moine trappiste. Donc oui, c'était une condition sine qua non pour avoir le logo. Donc ça, c'est clair. Voilà, donc nous avons eu l'avant-dernière, la dernière et l'après-dernière. Ça sera pour monsieur. Ne vous en faites pas, nous sommes tout à fait dans les temps, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Monsieur, nous avons en Belgique un grand nombre de bières qui peuvent aller de l'entrée jusqu'au dessert. Mmh. Lors d'un grand repas, quand même, spontanément, on va vers le vin. Mmh. Vous avez une réflexion là-dessus? Une réflexion, je sais pas, mais effectivement, il y a l'habitude du vin qui est ancrée culturellement. En plus, on considère que, en tout cas dans nos régions, la grande cuisine est d'abord française, et donc forcément on associe culturellement le vin au mets. Mais on voit de plus en plus apparaître des restaurants sensibles à cette nouvelle culture de la bière, et donc qui
propose véritablement aux consommateurs d'associer tel plat à telle bière. Il y a des repas qui sont tout faits, il y a des restos qui s'en concentrent, qui se focalisent vraiment là-dessus. Donc ça se fait de plus en plus. Et à un moment, les gens avaient honte. Enfin, dans un restaurant, c'était pas le bienvenu de voir son verre de vin partir pour qu'on voir apparaître un verre de bière d'abbaye. Maintenant, c'est devenu extrêmement courant, donc les habitudes changent, donc ce qui est positif. Et comme il y a de plus en plus de bières, il y a de plus en plus de possibilités d'association, et là de nouveau il n'y a pas de règles. Et comme il y a de plus en plus de magasins qui vendent des bières, il y a de plus en plus de magasins ou distributeurs qui vont vers les restaurateurs en proposant une diversité de bières qui viennent d'un peu partout, et voilà, et qui permettent aux restaurateurs et au public de découvrir des associations complètement nouvelles. Et en Belgique, on a Ben Vinken notamment, qui est donc un auteur qui a publié l'ouvrage que je montrais tout à l'heure, et donc qui propose des associations de bières belges avec certains plats un peu typiques. Donc il y a vraiment une tendance de food pairing par rapport à ça qui est assez intéressante. Ouais. Ils ont tout intérêt à ce que le consommateur achète un repas et parte avec des bières en plus, donc il y a forcément... Bien. Et donc on va rester ici, si vous voulez bien, pour les questions dans la salle, mais tout à l'heure, en buvant le verre, évidemment que nous aurons encore... Attendez, un instant. Nous aurons encore l'occasion de parler avec Sébastien. Alors, je veux remercier Sébastien et faire un commentaire bref. Déjà assisté, je ne sais pas moi, plusieurs centaines de conférences, on en a organisé quand même un certain nombre. C'est tout de même la toute première fois que j'entends le Code Hammurabi cité dans le texte. Ça, il faut dire que c'est absolument remarquable. Et rien que pour ça, je pense qu'il mérite nos applaudissements. Alors c'est vrai que l'extrait du Code était quand même assez radical. Peut-être proposer de l'appliquer avec un peu moins de radicalité, par exemple, aux organisateurs de conférences quand la conférence n'est pas bien organisée. On pourrait penser à les brûler un peu. Ou peut-être, pense aussi à certains informaticiens quand ils nous font des programmes incompréhensibles et qui ne fonctionnent pas. C'est évidemment pas le cas de tous. Voilà, on devrait penser à quelque chose dans ce genre-là. Je trouve que c'est très bien. Il y a quand même des bonnes idées dans ce Code d'Hammurabi. Il me reste encore d'abord à vous inviter à participer à notre cycle avec K10, le cycle Wake Up. Jeudi 26 avril, le film et le commentaire portera sur l'or vert. Donc l'or vert, c'est le futur de l'agriculture. Le 31 mai, le film sera Inside Job. Inside Job, c'est donc l'histoire de la crise des subprimes aux États-Unis, d'essayer de comprendre comment on a pu en arriver là. Et enfin, le 28 avril, il y aura le 28 juin, la discussion autour du thème enquête sur la dette grecque. Voilà pour les événements qui vont suivre. Et ensuite, offrir à notre zytologue et par ailleurs excellent conférencier, un coffret de bière et avec un verre Hummons qui date de 2009. Pourquoi 2009? Parce que 2009, c'est la création de l'université de Mons en tant que nouvelle entité par la fusion de l'ancienne université de Mons-Hainaut et de la faculté polytechnique de Mons. Nous avons donc à l'époque fait brasser cette bière spéciale que j'ai goûtée et que je peux vous recommander. Encore une fois, merci. Brasserie du Cazot. Brasserie du Cazot, c'est recommandable. Hein, donc voilà. Très bien. C'est bonne Alors, je vais aussi rassurer ceux qui aiment de l'eau. Il y a de l'eau, si vous le souhaitez, ou d'autres breuvages dans notre local habituel pour le verre de l'amitié. Merci.